Eh bien, merci pour cette troisième table ronde très passionnante qui nous donne quelques perspectives nouvelles dans nos activités. Je vous propose maintenant de passer à l'avant-dernière séquence de notre après-midi. Je voudrais tout d'abord appeler sur la scène l'ensemble du bureau de Tougap pour que vous puissiez, voilà, c'est aussi notre journée d'Assemblée Générale ce matin, donc vous puissiez avoir sur la scène les visages de celles qui travaillent. Et nous allons vous présenter le livre blanc de Tougap, le livre blanc 2023, puisque, comme vous pouvez l'avoir constaté, le laboratoire d'idées de Tougap, c'est le cœur du réacteur de notre activité. Et donc, ce bureau qui est constitué de 15 réseaux qui ont été élus donc l'année dernière, voilà, et qui se réunit virtuellement tous les mardis à 18h, pour vous dire l'assiduité et l'énergie et la motivation que nous avons à nous retrouver toutes les semaines. Voilà. Ah, Marie-Christine, welcome. Et donc, ce que je vous propose juste, c'est que vous puissiez en un mot dire qui vous êtes, votre nom et juste le nom de votre réseau, pas un mot de plus. Isabelle Guillon-Méritins, présidente de Femmes de l'Intérieur. Dominique Lessus-Maviel, présidente de Pluriel et secrétaire générale d'Administration Moderne. Pascal Braque, présidente de Sciences Po Femmes et Société, des alumni Sciences Po et administratrice du laboratoire de l'égalité. Catherine Ladeuse, présidente honoraire du Cercle d'Intérêt et coprésidente du collectif contre le sexisme. Sonia Gemini Wagner, présidente de Femmes de Justice et vice-présidente de Tougap. Delphine Lemaire, directrice du réseau Alter Égal, Caisse des dépôts. Françoise Belay, association des hauts fonctionnaires territoriaux. Je suis déléguée nationale à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, bien sûr. Agnès Salle, culturelle et vice-présidente de Tougap. Brigitte Grézy, membre d'Administration Moderne. Marie-Christine Mayas, coordinatrice de l'Observatoire de la mixité. Claire Poisson, Yula, European Women Lawyer Association et vice-présidente de Tougap. Marie Lermite, vice-présidente, Association française des femmes juristes. Ariane Bénard, présidente honoraire de BNP Paribas Mixity. Dominique Poggi, présidente de Talentuel. Banque de France. Banque de France. Agnès Arcier, présidente de la Fédération des femmes administratrices. Voilà, alors c'est un petit panel c'est un petit panel. Voilà. Un petit panel représentatif. Nous ne sommes que 15 réseaux donc au bureau. Et là, cette année, nous sommes 75 réseaux. Donc, en essayant de porter vos travaux, vos idées, vos propositions au travers de nos réunions. Et surtout, j'espère qu'on voit la diversité et la richesse des différentes filières professionnelles dans lesquelles s'inscrivent l'activité de nos réseaux. Donc, je voulais vraiment rendre un hommage à chacune d'entre vous. Un mot rapide pour présenter ce livre blanc que nous allons donc rendre public et remettre officiellement à Madame la ministre dans quelques minutes. Ce livre blanc, c'est un objet qui est totalement unique en son genre. Alors évidemment, Tougap est unique en son genre, mais le livre blanc est unique en son genre parce qu'il a été rédigé par plusieurs dizaines de mains. Et effectivement, par plusieurs dizaines de mains. Et nous avons donc choisi de stabiliser une formule qui est donc la formule du livre blanc de cette année en 3 parties. Une première partie sur une thématique que nous avons choisie, femmes, pouvoir et argent, qui a été l'objet d'une des tables rondes de l'après-midi. Une deuxième partie qui est une innovation, puisque nous inaugurons un dispositif, des outils de suivi de la mise en œuvre des lois sur l'égalité femmes-hommes, notamment dans la décision dans les entreprises et les administrations. Et nous avons créé nos propres outils
et en particulier pour le secteur public, à partir de l'initiative de Femmes de l'Intérieur, on va vous en parler dans un instant. Donc, des outils extrêmement innovants. Et puis, une troisième partie, évidemment, qui est beaucoup plus classique, qui reprend nos propositions, mais en général, elles sont souvent écoutées et parfois aussi reprises. Donc, on persiste à faire des propositions qui sont en tout cas très ancrées sur le terrain, parce que tous nos réseaux sont ancrés dans leurs administrations, dans leurs entreprises, dans leurs univers professionnels, et ça nous permet en fait de proposer au pouvoir public et aux entreprises, mais au pouvoir public quand il s'agit de préparer une loi, une politique publique, finalement des propositions clés en main. Voilà, alors très rapidement, je vais proposer à chacune de dire un mot d'une des parties du livre blanc et d'une des parties des propositions en 1 minute à chaque fois. Je vais commencer par Brigitte qui va nous dire un mot pour 1 minute aussi de femmes, pouvoir et argent. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet pour le livre blanc de cette année? Femmes et argent. La nécessité, c'est vraiment de travailler sur 2 pieds. Il n'y a pas que l'égalité professionnelle et le problème de l'argent et des salaires. Il y a aussi toute l'égalité dans la vie de tous les jours. Et de ce point de vue, nous sommes loin du compte. Et donc, bien comprendre que le travail, ça n'est pas le travail des femmes, qu'il soit professionnel, qu'il soit privé, ça n'est pas un don, c'est un dû. Et nous entrons, j'espère, dans une 4e révolution féministe qui est la révolution juridique de l'émancipation économique des femmes. Merci. Alors, 2 points. Un point, les observations et les propositions pour le secteur privé, et un deuxième point, observations et propositions de nos réseaux pour le secteur public. Donc, je passe d'abord la parole à Catherine, qui est là. Sur le secteur privé. Sur l'accompagnement, en fait, l'accompagnement, c'est vrai, des réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, Madame la Ministre, Isabelle, les réseaux ont gagné en puissance, en maturité, jouent un rôle incontournable au sein des entreprises, se regroupent en collectif et donc accompagnent en fait la mise en place des lois. Nous avons organisé dans différents réseaux un groupe de travail sur la mise en place de la loi Rixain. Ça permet de voir quelles sont les difficultés, mais quelles sont aussi les avancées. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une situation où je dirais, on sait qu'on peut avancer plus vite avec la loi, mais en même temps, on ne pourra avancer que si justement il y a tous ces programmes et toute cette maturité autour d'une culture inclusive. Et donc, dans le livre blanc, on décrit un peu toutes les initiatives de tous ces réseaux, de tous les secteurs, et c'est ça qui est intéressant. Alors certes, on retrouve un peu quelques mêmes propositions qui peuvent être le mentorat, think tank, d'avoir des KPI, comme on dit dans notre jargon, d'avoir des instruments de mesure, mais au-delà de tout ça, c'est une sorte de force vive qui est à la fois au service, certes, de nos directions dans les entreprises pour pouvoir avancer, mais qui est aussi au service des pouvoirs publics pour pouvoir vous alerter et surtout peut-être parfois vous conseiller sur justement les pistes à suivre dans notre secteur, notamment dans le privé. Merci. Merci Catherine. Et alors, un point aussi sur lequel on voulait éveiller votre attention, c'était sur l'index, puisque un certain nombre de réseaux chez nous se sont penchés sur l'index Pénicaud. Et Claire, Alors, sur l'index Pénicaud, c'est très bien, mais peut mieux faire. Donc, on a prévu un certain nombre de pistes d'amélioration avec les réseaux juristes et avec les réseaux des entreprises, notamment sur les problématiques de calcul, sur les problématiques de catégories socio-professionnelles. On pense qu'il faut par exemple rajouter aussi un indicateur sur la place des femmes dans les instances dirigeantes, peut-être aussi sur les congés paternité pour être sûr qu'ils les prennent. Voilà, des choses assez concrètes, assez simples à mettre en place. Et ensuite, sur l'index public qui va bientôt arriver, il faudra l'appliquer à tous les secteurs et tous les pans du public. Et il y aura certainement aussi des pistes à améliorer et on sera là pour vous aider. Voilà, alors juste ces 2 points pour le secteur privé, mais vous retrouverez dans le livre blanc toutes les observations de nos différents réseaux sur le terrain, ce qui est remonté de ce qu'ils ont vu sur le terrain cette année, et donc issu de ça, bien entendu, les propositions concrètes que l'on fait pour cette année 2023. Nous allons passer au secteur public avec 3 points cette fois-ci. Un point sur le dispositif des nominations équilibrées, Françoise. Oui, donc sur le dispositif des nominations équilibrées issu de la loi Sauvadet, ce dispositif a certainement fait évoluer les choses pour les 3 versants de la fonction publique qui chacun ont fini par dépasser le taux de 40%
en 2021, mais c'était prévu pour 2017. Donc, on était quand même assez en retard. Donc, c'est très bien, mais ce dispositif ne suffit pas à percer le plafond de verre. Le taux de 40%, nous le demandons, doit être porté à, nous demandons presque toutes, elle doit être portée à 50% et aussi s'ouvrir à ce qu'on appelle le stock. En effet, moi je suis issue de la fonction publique territoriale, seulement 6 femmes sont DGS de région et seulement 15 femmes sont DGS, des directrices générales des services de département. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc aujourd'hui, il faut élargir le champ des bénéficiaires de la loi Sauvadet à tous les emplois de direction et aussi dans la fonction publique d'État aux emplois des établissements publics et des assemblées parlementaires. Pour la territoriale, il faut aussi étendre aux collectivités de plus de 20 000 habitants le périmètre d'application de la loi. Et enfin, et surtout, je pense que c'est très important, accompagner les femmes dirigeantes pour qu'elles ne tombent pas de la falaise de verre, ce qui est un risque pour un certain nombre d'entre elles. Merci. Et je compléterai, si tu me le permets, Françoise, sur l'élargissement de ce dispositif, donc sur les nominations de femmes dans les postes de dirigeantes, aussi aux médecins, parce que c'est toute une catégorie professionnelle qui a été oubliée par la loi Sauvadet. Un point sur les déséquilibres dans la gouvernance publique et sur l'outil que nous inaugurons donc collectivement dans ce livre blanc grâce à Femmes de l'Intérieur. Et je pense que ça va intéresser beaucoup nos dirigeants publics. Merci Nathalie. Oui, donc on vient de parler des primo-nominations de la loi Sauvadet. On se focalise effectivement beaucoup dessus. Et l'innovation du livre blanc, c'est de proposer un nouvel outil pour regarder la place des femmes dans les postes de direction et les hautes responsabilités. Et l'innovation, c'est vraiment d'avoir une représentation beaucoup plus réaliste de la place des femmes. Et donc, on se livre à un regard depuis 4 ans, Femmes de l'Intérieur, et pour la première fois cette année, élargi à l'ensemble des réseaux, sur l'occupation genrée des postes à responsabilité, qui sont les hommes et les femmes qui occupent les postes de direction. Donc, en partant des postes de directeur général jusqu'au dernier des chefs de bureau. Et c'est là qu'on s'aperçoit que derrière les chiffres des primo-nominations se cache une réalité finalement très différente. Aujourd'hui, le constat, c'est que malgré les quotas, eh bien, la place des femmes dans les postes de direction évolue très peu. Et Femmes de l'Intérieur le mesure sur 4 années, à la fois en administration centrale et dans toutes les responsabilités territoriales de tous les corps du ministère de l'Intérieur. Plus on monte dans la hiérarchie, y compris dans les ministères très féminisés, eh bien, le nombre de femmes diminue, et diminue parfois de manière drastique. Certains cercles de décision aujourd'hui restent encore totalement masculins. Et la situation est la même également pour les cabinets ministériels, puisqu'il y a un regard qui a été également porté sur les cabinets ministériels, où les hommes, bien sûr, sont très majoritaires, et l'on sait l'importance d'un passage en cabinet ministériel, notamment pour des nominations futures. Voilà, donc avec ces tableaux genrés, Madame la Ministre, vous avez aussi quelques constats, quelques facteurs d'explication, notamment sur la manière dont on peut dévoyer l'esprit des primo-nominations. Et on liste un certain nombre de méthodes qui ont été employées par nos différents ministères qui atteignent aujourd'hui les chiffres des 40%, mais pas forcément de manière très qualitative et sérieuse au regard notamment, je dirais, de l'utilisation des viviers des ministères. Et enfin, bien sûr, nous souhaitons que cette méthodologie du regard sur les postes à responsabilité soit reprise par les administrations de manière officielle et que ces chiffres soient publiés en même temps que les chiffres des primo-nominations. Un mot sur l'application de l'index dans la fonction publique, parce qu'on a évidemment des pionniers, et notamment la Caisse des dépôts, qui est un établissement public féministe, et qui a eu très longtemps à sa tête, enfin à la direction, à la DRH, donc Monsieur Paul Penny, qui est une rockstar chez nous, et donc et qui est maintenant le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Donc inutile de vous dire que nous avons largement salué sa nomination, et on va vous expliquer que ça marche en fait l'index dans la fonction publique. Oui, alors c'est le statut hybride de la Caisse des dépôts public-privé qui rend l'exercice d'autant plus intéressant.
Et la Caisse des dépôts a d'ailleurs souhaité appliquer le calcul et faire le calcul dès 2019, alors qu'elle n'est pas dans le périmètre de la loi. Et je dirais très brièvement, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez simple à calculer. Ça permet de faire un suivi, de regarder comment ça évolue. Et si ça baisse, d'essayer de trouver des mesures parce que c'est arrivé, pour redresser la barre et puis d'essayer de toute façon de toujours faire mieux. Et ça permet de se comparer à d'autres. Et pour un groupe comme la Caisse des dépôts avec des filiales qui le calculent aussi, qui elles sont pour le coup dans le périmètre de la loi, voilà, rend l'exercice vraiment intéressant. Il n'empêche qu'il y a des améliorations de l'index qui sont possibles et souhaitables. Et c'est ce qu'a évoqué Claire tout à l'heure. Voilà. Merci. Et pour finir, donc, nous allons récapituler les 8 principales propositions de TOGAP qui figurent dans notre livre blanc. Chère Marie, Marie qui est secrétaire générale de TOGAP et sans Marie, tout ça ne pourrait pas fonctionner. Ah, pas le dire trop fort. Ouais. Alors, pour résumer sur les propositions de TOGAP, la première proposition, c'est renforcer les dispositifs de quotas sur tous les emplois de direction et cadres dirigeants. La seconde proposition, améliorer l'index de l'égalité et l'appliquer au secteur public. La troisième proposition, introduire l'éga-conditionnalité dans la commande publique et dans les politiques de relance. Quatrième proposition, adopter la budgétisation sensible au genre, BSG. Cinquième proposition, investir davantage dans le leadership des femmes. Sixième proposition, lancer la mobilisation entrepreneuriale en faveur des femmes. Septième proposition, favoriser la présence des femmes expertes dans les médias, les débats et les conseils et commissions des secteurs publics et privés. Huitième proposition, renforcer la lutte contre le sexisme. Et donc, pour finir, je voudrais rappeler le petit clin d'œil dont je parlais tout à l'heure, le clin d'œil du calendrier, puisque la proposition de loi d'Annick Billon sera débattue à partir de mercredi après-demain au Sénat. C'est une proposition de loi que, en ce qui concerne les réseaux professionnels féminins du secteur public, on attend depuis pas mal d'années maintenant. Et je crois pouvoir dire, j'espère ne pas, comment dire, non, sans dévoiler, mais voilà, ni être trop optimiste, je ne voudrais pas non plus vexer le travail qui a été fait par les sénateurs et les sénatrices, mais il était évident que ce travail est très largement inspiré des travaux des réseaux féminins. Nous avons été longuement auditionnés l'année dernière, puis il y a eu à la suite de ces auditions un rapport qui a été rédigé par le Sénat, et puis à la suite de ce rapport, il y a eu cette proposition de loi. Le gouvernement nous a beaucoup associés, Madame la ministre et Monsieur Guérini, ministre de la fonction publique, nous a beaucoup associés pendant plusieurs mois sur l'élaboration et l'accompagnement d'élaboration de cette proposition de loi. Et donc, c'est aussi une illustration de ce que peuvent apporter les réseaux féminins. C'est une contribution constructive à l'élaboration ensemble de règles qui finalement vont dans le bon sens et on travaille tous dans la même direction. Donc, je crois que c'est une illustration encore plus éclatante par rapport à l'année dernière qui était déjà un beau succès pour la loi Rixain. On espère avoir la loi Billon rapidement. On sait, Madame la ministre, que vous allez défendre au banc du gouvernement avec notre soutien massif les différentes propositions du gouvernement et puis soutenir aussi ce qui a été proposé par le Parlement. Voilà, donc je voulais finir sur cette note d'optimisme pour la suite et puis pour cette illustration des travaux des réseaux. Et je voulais finir aussi sur un hommage à nos stagiaires sans lesquels tout ce travail serait impossible. Voilà. Nos merveilleuses stagiaires et qui sont en plus, elles, directement à l'origine de l'établissement de l'outil dont on a parlé tout à l'heure, des organigrammes genrés. Donc, elles sont les créatrices de cette innovation. Voilà. Madame la ministre, je vais vous laisser la parole pour nous dire ce que vous pensez de ce travail et nous dire quelques mots sur… Quoi ?
Madame la Présidente, chère Nathalie, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable plaisir pour moi d'ouvrir les assises de votre beau collectif. Je prends plaisir à vous retrouver. Nous nous connaissons depuis assez longtemps maintenant et je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir remis aujourd'hui votre livre blanc. Voilà, on va faire... voilà, Vos précédents travaux m'ont d'ailleurs permis d'alimenter nos réflexions et nos propositions dans le cadre du plan égalité 2023-2027. Nous vous en laisserons d'ailleurs quelques exemplaires. La richesse intellectuelle que vous mettez au service de cette cause est porteuse d'espoir. Vous le savez, je suis résolument engagée à vos côtés dans ce combat, qui est le mien depuis bientôt 30 ans, d'abord comme magistrate, puis comme haute fonctionnaire à l'égalité et maintenant comme ministre. Des thématiques fondamentales ont animé vos échanges d'aujourd'hui, la liberté, du pouvoir, de l'action et de l'argent. La tâche est immense. Nous avons en effet des siècles de patriarcat à rattraper. Il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 60 ans, les femmes ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire sans l'autorisation de leur mari et il a fallu attendre 1983 et la loi Roudy pour que l'égalité professionnelle et salariale soit consacrée dans notre droit. Depuis, de nombreux textes nous ont permis de progresser sur les négociations d'entreprises et de branches, sur la place des femmes dans les conseils d'administration et bientôt dans les organes exécutifs des entreprises. Nous avons mis en place un index de l'égalité salariale qui a vocation à mesurer les écarts de revenus dont je parlais plus tôt. Cet index, je crois, a bien été pris en main par les entreprises et nous constatons une progression constante puisque la moyenne atteint 88 sur 100 cette année, mais j'ai bien entendu les remarques que vous formulez et je précise d'ailleurs que le Haut Conseil à l'égalité est en train de faire une évaluation de cette loi de 2018, donc ce sera, je pense qu'ils vont certainement vous auditionner et ce sera tout à fait intéressant de voir quelles sont leurs préconisations. Par ailleurs, je me réjouis de l'adoption de la directive Pay Transparency au Parlement européen le 30 mars dernier, qui nous permettra de renforcer réellement ces mécanismes d'évaluation et de transparence au niveau de l'Europe. Je sais que je pourrais m'appuyer sur votre expertise pour construire des politiques publiques toujours plus ambitieuses. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en me basant largement sur nos échanges et sur vos recommandations pour construire donc ce plan toutes et tous égaux que j'ai présenté en Conseil des ministres le 8 mars dernier et qui engage l'action de notre gouvernement jusqu'en 2027. Je tenais à ce que nous ayons un plan sur plusieurs années pour pouvoir avoir des objectifs, des indicateurs, un suivi. Les annonces, oui, mais il faut qu'elles soient concrétisées des faits et puis qu'elles soient donc suivies dans le temps. Ce plan, pour la première fois, est un plan global. Ce n'est pas seulement un plan contre les violences faites aux femmes. C'est un plan qui se décline en 4 axes qui sont autant de moments déterminants de la vie d'une femme et que nous avons identifiés. Les violences faites aux femmes, même si elles ne font pas toujours partie de la vie d'une femme, elles en font trop souvent partie encore. La santé des femmes, oui, nous avons voulu que ce sujet figure dans le plan parce qu'il y a des spécificités à la santé des femmes. L'égalité économique et professionnelle, je vais dire la clé de l'émancipation et de la liberté. Et enfin, la culture de l'égalité. Je sais combien l'égalité économique et professionnelle est au cœur de votre engagement et c'est d'ailleurs l'un des volets les plus ambitieux que nous portons.
Je suis persuadée, comme vous, que l'accès à une indépendance économique et surtout à l'équité est indispensable pour redonner aux femmes, pour donner aussi le pouvoir qui leur revient et dont elles ont été si longtemps privées. Nombre d'obstacles restent à surmonter et c'est tout l'objet des mesures ambitieuses que nous portons dans le cadre de ce plan. Nous poursuivrons nos actions d'information, de pédagogie et d'accompagnement des entreprises dans la déclaration de leur index et dans l'élaboration d'accords visant à l'égalité professionnelle, notamment les plus moyennes des entreprises qui ont aussi moins de moyens peut-être pour mettre en place cet index. Nous n'autoriserons l'accès au marché public aux entreprises respectant leurs obligations en matière de publication de l'index ou qui ont obtenu une note suffisante à cet index. Index que nous déclinerons aux 3 versants de la fonction publique. Et je sais, chère Nathalie, tout votre investissement pour la mise en place de mécanismes favorisant l'égalité et la parité dans la fonction publique. Il nous faudra aussi renforcer les dispositifs en faveur des nominations équilibrées dans les flux comme dans les stocks. Nous simplifierons l'accès à la labellisation AFNOR en la rendant plus attractive et engageante. Nous développerons également, pour mieux accompagner les femmes qui créent des entreprises, un programme « Une entrepreneur, une mentor ou un mentor » qui permettra aux créatrices d'entreprises d'avoir accès à une ou un mentor en ligne gratuitement pendant 1 à 2 ans. Le plan Égalité 2027 permettra de soutenir les publics les plus fragiles dans la parentalité et l'accès à l'emploi. Cela se fera notamment en soutenant les familles monoparentales qui bénéficient depuis la LFSS 2023 d'une revalorisation de 50% de l'allocation de soutien familial. Nous souhaitons aussi travailler sur les congés maternité et paternité, notamment en diminuant de 10 mois à 6 mois la durée d'affiliation nécessaire avant de pouvoir percevoir une indemnisation et aussi en menant une réflexion sur les minimums versés. Voilà, on ne peut pas prendre d'engagement aujourd'hui, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important et que je souhaiterais vraiment voir avancer. Et je sais aussi Tougap impliqué dans les sujets liés à la fiscalité. Je salue ce travail ainsi que celui effectué par la députée Marie-Pierre Rixain. Ce sont des leviers essentiels pour éradiquer les inégalités au sein du couple. Aussi, nous appliquerons par défaut un taux individualisé pour le calcul du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Si nous œuvrons chaque jour en France pour plus d'égalité, nous ne pouvons ignorer celles qui, ailleurs, se battent pour leur liberté. Depuis le décès de Mahsa Amini en septembre dernier, le combat des Iraniennes et des Iraniens ne faiblit pas. Leur courage et leur résistance forcent notre admiration. Dans bien des endroits du monde, ces valeurs d'égalité, de fraternité et d'accès à la connaissance sont quotidiennement attaquées, remises en cause. La cruauté des empoisonnements dont sont victimes les jeunes écolières en Iran est un nouveau pas vers la barbarie. Le monde ne peut fermer les yeux sur ces crimes contre l'humanité. La France a amorcé les sanctions prises par l'Union européenne contre les principaux responsables de ces violences faites aux femmes, de cet assassinat de la démocratie. Depuis, ce sont au total 5 trains de sanctions européennes qui ont été adoptés. Ils ciblent notamment la police des mœurs, impliquée dans la répression des manifestations, ainsi que la radio-télévision iranienne. Si cela est nécessaire, d'autres sanctions suivront. Ceux qui violent les droits fondamentaux ne doivent jamais connaître l'impunité. À l'initiative de la France et de l'Allemagne, et avec le soutien de la plupart des États membres, une mission d'établissement des faits a été créée le 24 novembre au Conseil des droits de l'homme. Elle permettra à la communauté internationale de collecter des preuves sur les violations commises par le régime de manière indépendante, impartiale, publique et transparente. C'est un pas important dans la lutte contre l'impunité. Comme s'y était engagée Catherine Colonna,
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le 14 décembre 2022, la France a voté en faveur de l'exclusion de l'Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Je profite de cette tribune pour rappeler le soutien sans faille de la représentation nationale au peuple iranien. Les droits universels ne sont pas piétinés qu'en Iran. En Afghanistan, les talibans pratiquent une politique de ségrégation contre les femmes et les filles de toutes les ethnies. On ne le sait que trop bien. Les femmes sont toujours les premières victimes des régimes tyranniques et de son cortège d'atrocités. Elles sont chassées chaque jour un peu plus hors des espaces publics, des décisions, de la vie de la cité. Elles sont chassées de l'école, des associations, des universités, du marché du travail. C'est un véritable crime contre l'humanité qui est ainsi commis quand on tue la parole des femmes. C'est dans quelques temps. Quand on tue la parole des femmes, c'est tuer virtuellement 52% de l'humanité. Face à la gravité de la situation, la France est pleinement mobilisée. À titre national ainsi qu'au niveau européen, nous apportons une aide humanitaire massive pour répondre aux besoins urgents de la population afghane. Ces exemples terribles, ce sont les droits des femmes partout, tout le temps, que nous devons protéger. Les violences faites aux femmes ignorent les frontières géographiques, sociales et culturelles. Et je ne peux m'empêcher tout de même aujourd'hui aussi de penser à ce qui se passe aussi en France et ce nombre de féminicides qui ne diminue pas et qui est comme un mal dont on n'arrive pas à se défaire et voilà, et tous les jours on est angoissé et pourtant on progresse, on croit mettre en place de nouvelles mesures et plus efficaces les unes que les autres. Et puis il y a cette réalité qui nous rattrape trop souvent. Sachez que, et vous le savez, que c'est un combat que je mène vraiment de toutes mes forces. Et comme vous le savez, la France fait partie de cette poignée de pays qui se sont dotés d'une diplomatie féministe qui se traduit dans les actes et dont le Forum Génération Égalité a constitué à l'été 2021 le point culminant avec plus de 40 milliards de dollars de financements inédits pour l'égalité. La grande cause des quinquennats du président de la République est aussi une grande cause mondiale. Elle doit nous réunir toutes et tous dans un même élan et d'une même voix. Et je pense aussi au projet de loi de révision constitutionnelle qu'a annoncé donc le président de la République le 8 mars en vue d'une constitutionnalisation du droit à l'avortement. Eh bien, je pense que l'annonce de ce projet de loi et ce projet de loi qui deviendra loi constitutionnelle, eh bien, sera aussi un signal important pour l'ensemble de femmes du monde entier. Dans ce monde où l'obscurantisme tend à gagner de plus en plus et à se rapprocher aussi de plus en plus de nous, je pense que c'est aussi un beau symbole envoyé pour toutes les femmes du monde et aussi une petite lumière d'espoir pour toutes celles qui sont les plus opprimées. Comme vous, je crois profondément en la puissance des réseaux féminins, car ces réseaux incarnent cet élan collectif, bienveillant, et organisé pour porter le combat pour l'égalité. Le plan égalité entend soutenir le développement et l'épanouissement de ces réseaux. Cela passe par une sécurisation de l'accès au rescrit fiscal pour les dons au profit des associations d'intérêt général qui agissent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Car les résultats sont là. Depuis leur apparition au début des années 2000, les réseaux n'ont cessé d'être force de proposition et de sensibilisation du top management. Ces réseaux ont également permis de faire évoluer les normes de notre pays, notamment en matière de parité de la gouvernance. Car les sujets que nous portons doivent l'être
au plus haut niveau. L'exemplarité est une valeur à laquelle je crois profondément. Au niveau de l'État et sous l'impulsion du président de la République, l'Assemblée nationale s'est féminisée et le gouvernement est devenu paritaire. Au sein des entreprises et de l'administration, les lois Copé-Zimmermann, Sauvadet et Rixain imposent aux instances de gouvernance de respecter la parité. Oui, ces lois nous ont permis de faire un bond en avant. Oui, les quotas fonctionnent. Aujourd'hui, la France est première d'Europe en termes de féminisation des conseils d'administration des entreprises et le taux de primo-nomination féminine dans la fonction publique, vous avez évoqué, a lui augmenté de 10 points entre 2013 et 2020. Si nous pouvons nous en réjouir, nous devons bien sûr aller plus loin. Atteindre l'égalité réelle et concrète, c'est ce qu'entend faire le plan quadriennal du gouvernement, c'est l'ambition que je porte à vos côtés et aux côtés de toutes les associations et de tous les réseaux qui ont la volonté de vivre dans un monde plus juste et plus égalitaire. Je suis très heureuse d'avoir pu clôturer cette riche journée de travail qui a été la vôtre. Croyez bien que je me tiens à vos côtés dans cette lutte que vous menez en faveur de l'égalité. C'est notre combat et je sais que nous briserons ce plafond de verre qui pèse depuis trop d'années au-dessus des femmes. Je voudrais terminer mon propos par une phrase de Michel Perrault qui résonne beaucoup en moi et qui, je le sais, trouvera également écho en vous. Faire l'histoire des femmes, c'est contribuer à sortir les femmes des silences de leur histoire. Le temps des silences est terminé. Je vous remercie pour votre engagement. Vous pouvez compter sur moi. Un grand merci, Madame la Ministre, pour votre soutien. Vous pouvez, comme vous le savez, absolument compter sur nous. Et merci d'avoir clôturé avec tous ces mots d'espoir, de conviction, d'énergie que vous nous donnez cette journée qui a été très fructueuse pour nous. Et maintenant, je vous invite à partager un verre et à continuer ces discussions et à bavarder. Et autour aussi de Gwenola Jolikos qui nous fait l'amitié de nous dédicacer son livre Femmes de justice, toutes ces femmes admirables dont elle parle dans son livre Non moins admirables. Merci Gwenola et je vous invite à poursuivre les échanges autour d'un verre.